Bonjour Céline Berton. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info. Votre parole est rare. Vous êtes directrice générale de la DGSI, la sécurité intérieure de la France. Votre rôle, le contre-terrorisme et le contre-espionnage pour assurer la sécurité du pays. Vous allez nous dire quelle est la principale menace aujourd'hui, si vous avez suffisamment de moyens aussi pour déjouer les attentats, pour nous protéger des ingérences étrangères. Mais d'abord, nous sommes 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015. Ce soir-là, François Hollande décrète l'état d'urgence sur tout le territoire. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Attentats qui ont fait 132 morts, dont 2 suicides quelques années plus tard. À l'époque, vous étiez secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Est-ce qu'aujourd'hui encore ces événements vous hantent, vous personnellement, et est-ce qu'ils hantent la DGSI ? Si on se réfère à la définition sémantique du mot hanter, qui est de continuer à habiter finalement un lieu, un endroit, une mémoire, évidemment ces événements qui, comme le disait le président de la République d'alors, étaient d'une ampleur historique, sont un événement qui a profondément marqué la France, les policiers français, la Direction générale de la sécurité intérieure, et qui continue évidemment à beaucoup animer notre action quotidienne. Ça veut dire que le fantôme du 13 novembre vous guide dans chacune de vos décisions opérationnelles ? Ça veut dire que ça a pu arriver. Et ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on l'oublie pour les victimes, pour leurs familles aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on l'oublie pour tous les agents du renseignement, mais aussi des services de sécurité qui ont eu à vivre ces événements. Et il ne faut surtout pas qu'on l'oublie parce que rien ne dit qu'un jour ça ne se reproduira pas. Ça, vous ne dites pas aujourd'hui ce type d'attentat ne pourrait plus se reproduire ? Je pense que quiconque dirait que ça ne se reproduira jamais prendrait un risque inconsidéré. On parlera peut-être de l'état de la menace terroriste telle que nous la voyons aujourd'hui sur le territoire. Justement, vous pouvez nous dire, est-ce que c'est la même menace qu'à l'époque, c'est-à-dire une menace projetée de l'extérieur, par exemple organisée depuis la Syrie ? Est-ce que c'est une menace endogène, c'est-à-dire intérieure ? La menace est d'une nature différente aujourd'hui. Peut-être quelques mots, puisque l'occasion nous en est donnée, pour redire ce qu'ont été ces attentats. Ces attentats, c'est la traduction en France de la stratégie de menace projetée, conçue par l'État islamique, et qui à ce moment-là est suffisamment fort sur son territoire, avec son fameux califat, avec son fameux territoire, pour parvenir à concevoir des attaques complexes menées par des commandos armés, aguerris, et qu'elles projettent selon un schéma préétabli avec des soutiens logistiques en Europe. En Belgique notamment. En Belgique. C'est une cellule belge implantée en Belgique qui apporte le soutien logistique des derniers jours, des dernières semaines et des dernières heures aux faits qui vont être commis en France. Cet état de la situation aujourd'hui n'existe plus en l'état, tout simplement parce que l'État islamique, qui a fait l'objet d'actions extrêmement fortes et déterminées de la coalition internationale, n'a plus aujourd'hui ce sanctuaire et n'a plus aujourd'hui cette capacité-là. Il faut considérer que dès lors qu'une organisation terroriste a la capacité de se reconstituer, d'être sur un territoire sur lequel elle peut se concentrer sur le développement de ses capacités, notamment de capacités de projection, ça pourrait se reproduire. Mais aujourd'hui, la situation n'est plus totalement la même. Mais quand le procureur national antiterroriste Olivier Christen constate que la menace djihadiste, je le cite, s'accroît en France, quand on sait que c'est vous qui travaillez sur ces sujets, c'est vous qui surveillez cette menace, est-ce que vous nous le confirmez ? Est-ce qu'elle s'accroît et dans quelle proportion ? Elle s'accroît par rapport aux années passées que nous avons vécues entre 2017 et 2022, qui a été un moment de moindre intensité pour 2 raisons. D'abord parce que, je vous l'ai dit, l'État islamique avait décliné et avait moins de capacité. Depuis le début des années 2020, nous observons que certaines organisations terroristes, toujours certaines par exemple franchises de l'État islamique ou d'autres organisations, ont la volonté de se reconstituer et réfléchissent. Vous nous avez déjà probablement, au titre des services antiterroristes, entendu parler de la branche afghane de l'État islamique,
Donc c'est une branche qui est installée non pas en Syrie, en Irak, mais du côté du Pakistan, de l'Afghanistan. Elle a pu connaître cette capacité à se projeter. Elle a réussi des attentats majeurs en 2024 en Iran, à Moscou. À Moscou, dans la salle Russie, de concert. Tout à fait. Et donc on a pu voir se reconstituer ses capacités. Mais la menace terroriste, elle est aussi, et c'est une partie de la question que vous me posiez tout à l'heure, composée par une autre physionomie, c'est ce qu'on appelle la mouvance endogène. Donc ce sont, c'est-à-dire la menace de l'intérieur. Ce sont les gens qui sont déjà présents sur le territoire national français et qui adhèrent à l'idéologie mortifère du terrorisme et sont capables d'imaginer des passages à l'acte, voire aussi de commettre des attentats. Et nous avons malheureusement pu constater, soit dans des attentats commis ces dernières années, soit dans des projets d'attentats déjoués, que ces phénomènes regagnaient en intensité. Combien d'attentats déjoués? Je vais prendre un exemple, deux exemples et deux chiffres tout simples. L'année 2024, elle a cela de singulier que nous n'avons pas connu d'attentats mortels sur notre territoire. Pour autant, on a déjoué l'année dernière 9 projets d'attentats. C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis un temps significatif dans notre pays. Et par ailleurs, en 2025, pour l'année qui nous occupe aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà déjoué 6 projets d'attentats, mais nous avons aussi connu 3 attentats sur notre territoire. Un exemple récent de projet d'attentat déjoué, enfin vous allez nous dire si vous le comptez dans ces 6 attentats déjoués. L'ex-compagne de Salah Abdeslam, dernier membre vivant des commandos du 13 novembre, a été mise en examen et incarcérée pour avoir remis une clé USB contenant de la propagande djihadiste à son ex-compagnon et surtout pour un projet d'attentat djihadiste. Ce projet-là, vous le comptez dans les attentats déjoués dont vous nous parlez? Nous ne l'avons pas encore compté dans les attentats parce qu'il faut que nous ayons un dialogue avec le parquet national antiterroriste qui, vous le savez, assume la responsabilité de l'engagement des poursuites. On le fait dans le cadre d'un échange. Mais c'est évidemment des typologies de phénomènes, de schémas, de réflexion sur de la projection d'attentats ou de la réflexion sur de la conception de projets violents que nous identifions et que nous travaillons dans chacune de nos enquêtes en renseignement ou sous l'autorité du parquet national antiterroriste. Vous avez avant que je vous repose une question sur Salah Abdeslam, vous avez un dossier en particulier à nous partager ce matin sur France Info? Pardon? Vous avez un dossier en particulier en tête dont vous parlez là? Non, j'ai pas de dossier en particulier. C'est un peu toute la... Vous savez, dans le rôle qui est le nôtre, nous avons l'enjeu de détecter les individus qui peuvent représenter une menace en matière antiterroriste. Justement, vous avez dit Salah Abdeslam reste radicalisé. Son avocate, maître Olivia Ronen, était sur France Info hier. Elle vous répond, elle vous dit, c'est l'inverse. On l'écoute. Il reste radicalisé, c'est l'avis de la patronne de la DGSI. On a des choses qui vont plutôt dans le sens inverse. On a une personne qui essaie d'accéder à l'éducation, on a une personne qui par ailleurs a présenté des excuses, ce qui est quand même suffisamment rare pour être souligné et ce qui était tout à fait inespéré, et une personne aussi qui potentiellement aimerait pouvoir discuter, ouvrir une porte aux parties civiles pour pouvoir évoquer la détention et évoquer ce procès-là. Pourquoi ne croyez-vous pas, madame la patronne de la DGSI, à la déradicalisation de Salah Abdeslam? Alors, il ne m'appartient pas évidemment du tout de rentrer dans un dialogue avec l'avocate de monsieur Abdeslam, et dont je respecte au demeurant la nature de la mission. Mais pour nous éclairer, nous... Je vais être très factuelle. La justice antiterroriste française a ouvert une enquête, et je crois, d'après le communiqué du procureur, mise en examen Salah Abdeslam pour l'introduction de 2 clés USB en prison. Et cela a été rendu possible parce que les services ont détecté la présence de propagande djihadiste sur son ordinateur. Il ne m'appartient pas d'émettre un avis. Je tends à penser que monsieur et madame tout le monde ne consomment pas de la propagande djihadiste terroriste portée par des organisations qui sont l'État islamique et Al-Qaïda. Je m'en tiendrai à ce commentaire. Mais ça peut être un phénomène que vous connaissez, la taqiya, la dissimulation, le fait de cacher sa foi. Ce sont aussi effectivement des phénomènes que nous observons. La dissimulation vise, dans les enquêtes que nous conduisons, à empêcher la détection soit d'une idéologie radicale mortifère, soit la préparation d'un acte violent. C'est notre fonction que d'essayer d'identifier ceux qui portent ces projets violents, ceux qui portent cette idéologie radicale dans sa dimension violente, et d'empêcher la réalisation de projets violents. La dissimulation fait partie des process qui peuvent être utilisés par nos cibles. À votre connaissance, il a toujours un ordinateur, parce que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, disait hier qu'il n'en avait plus.
J'ai entendu, comme vous, les déclarations du ministre de la Justice et je ne suis pas en mesure de me prononcer sur ce niveau de détail. Céline Berthon, Salah Abdeslam veut s'engager dans une démarche de justice restaurative. La justice restaurative, c'est ce qui permet aux victimes et aux auteurs d'une même infraction de se rencontrer, mais ça n'existe pas pour l'instant en matière d'attentats. On écoute la réaction de Rhys, directeur de Charlie Hebdo, invité de France Info ce matin. Cette démarche, j'avoue que je la trouve très perverse en fait. Le terrorisme, c'est pas un crime de droit commun. Et en faisant cette demande, Abdeslam fait croire que le terrorisme, c'est un crime comme les autres. C'est un islamiste pur et dur et qu'il le restera toute sa vie. C'est pervers, d'Iris. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse? Alors, un avis sur, non pas la dimension restaurative dans le terrorisme, mais la justice restauratrice ou réparative dans son ensemble. C'est un choix qui, pour moi, appartient profondément et intimement aux victimes. Je n'entends pas émettre un avis sur le sujet. Là où rejoint les propos de Rhys, c'est que le terrorisme, c'est pas une infraction de droit commun, c'est une infraction qui vise à créer de la terreur, qui vise à toucher les victimes, mais qui, ce faisant, s'en prend aussi à la totalité de notre société, à la totalité de nos valeurs, et emporte une mise en cause qui va au-delà du simple rapport à un auteur et à une victime. Mais une fois encore, c'est quelque chose qui relève de l'intime, et notamment du choix des victimes, et je n'entends pas me prononcer sur ce sujet-là. Le terrorisme change, le terrorisme mute, et notamment il se rajeunit. Quelle est la part de mineurs dans les mises en examen pour terrorisme selon vos dernières données? Alors, nous avons pu mener des études un peu analytiques sur ce sujet, parce que c'est un phénomène que nous avons effectivement constaté, et sur les auteurs d'attentats ou auteurs de projets d'attentats, nous avons pu observer une surreprésentation, notamment ces 2 dernières années, d'individus qui ont 21 ans et moins. Jusqu'à quel âge? La proportion, pour répondre à votre question, oui. on a pu, je crois, et pour être à peu près précis sur le chiffre, je crois que 70 à 71% des individus que nous avons interpellés pour des projets d'attentats, des attentats commis ces dernières années avaient moins de 21 ans. Sur l'année 2025, je crois que les individus que nous avons interpellés avaient entre 17 et 22 ans. Ce qui traduit du coup cette logique de rajeunissement. Alors c'est quelque chose qui s'explique au final assez bien si on prend en compte le fait que la stratégie des organisations terroristes ces dernières années, à défaut d'avoir cette capacité de projeter une menace, c'est-à-dire de projeter des individus aguerris pour venir frapper notre territoire, ont été dans une stratégie d'utilisation de la propagande, d'instrumentalisation d'images, de contenus qu'elles publient, republient sur Internet, sur des réseaux sociaux, ou que des individus adhérents à leur idéologie relaient sur notre territoire. Et ce faisant, ça conduit à toucher un public qui est plus jeune, parce que c'est un public qui est consommateur d'images. Et singulièrement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une partie des personnes que nous pouvons suivre sont soit consommatrices auteurs d'une idéologie radicale violente, soit en point de départ, consomment des images violentes sur les réseaux sociaux, quelle qu'en soit la nature, et que dans une logique finalement d'algorithmes qui conduisent à vous enfermer dans la consommation toujours du même type d'image, vous pouvez tomber sur des images qui sont des images d'exécution, de décapitation. Les réseaux sociaux, le phénomène et le fonctionnement des réseaux sociaux aboutit à entretenir ces phénomènes et peuvent emmener nos jeunes individus sur de l'idéologie de type de celle portée par les organisations terroristes. Et ça peut aller malheureusement jusqu'à concevoir ensemble des projets d'action, ce qui justifie que nous les prenions en compte, soit en termes de suivi renseignement, soit dans le cadre d'enquête judiciaire. Alors, les plus jeunes, ils ont quel âge déjà ? 13-14 ans, ça peut arriver. Les plus jeunes, oui. Et on a malheureusement un certain nombre d'individus dans ceux que nous suivons au titre de la prévention de la radicalisation terroriste qui sont âgés d'autour de 15 ans. Et combien en suivez-vous au nom des personnes surveillées pour radicalisation? C'est le FSPRT. Le FSPRT, le fichier de suivi de prévention de la radicalisation terroriste. Donc on suit dans ce fichier des personnes qui soit manifestent un risque de passage à l'action violente, soit, et c'est aussi pour ça que ça a été créé en 2014-2015, avait la vocation de rejoindre des organisations terroristes à l'étranger. On suit quelques milliers de personnes avec l'ensemble des services antiterroristes français sur ce fichier. Quelques milliers. Je rentre rarement dans le détail.
Céline Berthon, patronne de la DGSI. Dans un instant, on parlera ingérence étrangère, on parlera de ceux qui reviennent de Syrie, notamment de ceux qui sortent de prison et qu'il faut surveiller. Mais tout de suite, il est 8h48 et c'est l'info en 1 minute avec Théo Metton-Régimbaud. 2 sections de CRS déployées à Tourcoing depuis hier soir. Cela fait suite à la mort d'un jeune de 16 ans après un refus d'obtempérer. Le jeune homme circulait avec un autre adolescent sur un scooter. Ils ont chuté en tentant d'éviter un véhicule dans leur fuite. Le jeune de 16 ans a percuté un poteau. Une enquête est ouverte. La visite d'Emmanuel Macron à Toulouse sur le thème du spatial pourrait être perturbée par des agriculteurs. À l'appel de la FNSEA, ils sont en colère contre le chef de l'État qui s'est dit plutôt positif sur la possibilité d'accepter l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur. Rendez-vous chez le médecin, accès aux hôpitaux ou aux centres d'analyse médicale. Près de 6 Français sur 10 ne sont pas satisfaits de l'accès aux soins là où ils vivent. Selon une consultation menée par ICI, ex-France Bleu, des avis qui divergent selon les territoires. Vers la fin de la paralysie budgétaire aux États-Unis, le vote est attendu en fin de journée à la Chambre des représentants. Le budget actuel doit être prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Céline Berthon, directrice générale de la DGSI, le renseignement intérieur de la France. On parlait à l'instant, Paul, d'une menace de plus en plus jeune, d'une menace aussi qui se radicalise sur les réseaux sociaux et pas seulement. Sur Internet au sens large avec l'intelligence artificielle. Un exemple, l'avocate d'un adolescent de 17 ans, mis en examen en septembre parce qu'il projetait un attentat, a expliqué que ChatGPT avait eu une influence sur son comportement et que ce jeune tapait dans ChatGPT et lui demandait des informations, notamment pour préparer ses projets d'attentat. Est-ce que pour vous, c'est un phénomène de plus en plus fréquent qui vous inquiète? Et si oui, est-ce que OpenAI, qui est donc la maison mère de ChatGPT, collabore suffisamment avec vos services? L'intelligence artificielle offre des opportunités supplémentaires. Et c'est à la fois positif et négatif. Ça peut être positif parce que parfois c'est des éléments qui peuvent être une puissance d'action qui peut être utile pour nos propres services quand il s'agit d'exploiter de la donnée de masse. Mais c'est aussi un accès facilité pour des personnes qui souhaitent se renseigner sur des préparatoires ou des actes préparatoires, par exemple terroristes. On peut imaginer, au regard du fonctionnement des intelligences artificielles aujourd'hui, que de manière assez facile, quelqu'un puisse demander la recette de confection d'un engin explosif. Encore plus efficace que Google, c'est ça? De fait, ça sera plus complet. On va vous dire quoi utiliser, en quelle exactement, quantité pour faire combien de dégâts. Imaginons qu'au regard de la puissance des intelligences artificielles, j'ai tel âge, je suis dans telle situation, j'ai tel moyen financier. Quel est le moyen le plus rapide, le plus certain de commettre une action terroriste? Et donc, ça peut guider, de fait, des individus vers un chemin de violence. Et on a donc, de manière générale, sur les sujets tenant à la puissance rendue possible par les réseaux sociaux, par Internet, par l'intelligence artificielle, on a un vrai enjeu de modération. Je crois que comment vous faites justement face à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elles vous préviennent, ces plateformes? Alors, le travail avec les plateformes dans l'ensemble a été construit parfois par des dispositifs contraignants législatifs, d'autres Telegram, par exemple? C'est pas le meilleur exemple. C'est pas le meilleur exemple qui soit. Mais on a notamment construit. L'État français a construit un certain nombre de dispositifs autour du terrorisme, autour de la la pédocriminalité, pédopornographie, avec l'enjeu, notamment via une plateforme qui est désormais connue, qui est la plateforme Pharos, qui, quand des faits sont signalés sur Internet, il y a une forme d'obligation pour les plateformes de retirer leur contenu ou de répondre, quand les services judiciaires sont saisis pour des faits de cette nature, de répondre en nous donnant les éléments d'identification. Je dirais sobrement, parce que nous n'avons pas le temps de développer, que la coopération avec les plateformes est variable selon les plateformes concernées et qu'elle est à l'évidence perfectible. Il y a un autre sujet, Céline Berthon, c'est ce qu'on appelle les revenants. Ces Français partis rejoindre des troupes djihadistes en Syrie et qui reviennent. Nous avons reçu il y a quelques jours sur France Info Chana, née en France, emmenée de force en Syrie, pas d'elle-même, à 15 ans. Elle a témoigné que le 13 novembre, là-bas, c'était la fête. Écoutez. C'était très festif là-bas. Le 13 novembre, là. Oui, c'est ça, c'était très festif. J'entendais des tirs, j'entendais des cris. Mon petit frère m'a rapporté qu'en ville, c'était vraiment la musique à fond. Vraiment, les gens étaient très joyeux, quoi. Elle s'appelle Sana. Comment gérez-vous le retour en France de ces revenants ?
Vous savez qu'il y a environ 1500 personnes qui, au plus fort de ce qu'on a appelé les filières syro-irakiennes, ont quitté la France sur plusieurs années pour rejoindre l'organisation État islamique en Syrie et en Irak. La stratégie française, notamment pénale, a été de considérer que toutes ces personnes, en rejoignant en conscience un territoire administré par une organisation terroriste, faisaient le choix de rejoindre une organisation terroriste et donc appartenaient à une organisation terroriste. Donc toutes ces personnes ont fait l'objet d'ouverture d'enquêtes judiciaires pour des faits d'appartenance à une organisation terroriste et donc font toutes l'objet soit de procédures judiciaires en cours, soit de mesures menées par les services de renseignement. Et quand elles reviennent, elles sont prises en compte. Et donc c'est des personnes en plus à suivre. C'est des personnes en plus à suivre, même quand elles sont absentes du territoire et qu'elles sont présumées être encore sur zone, elles font l'objet de mesures de suivi actif par l'ensemble des services de renseignement français ou des services judiciaires. Nous devons considérer que chacune de ces personnes représente une menace, potentiellement. À propos de menaces, il y a aussi les sortants. Quand un condamné pour terrorisme sort de prison, est-ce que vous le surveillez automatiquement? Et je crois savoir que vos services sont inquiets d'une sortie assez massive dans les prochains mois ou années. Quels sont les chiffres que vous pouvez partager avec nous ce matin? Alors, on a déjà eu un nombre significatif de sorties de prison. Il y a deux types de profils qui nous préoccupent en prison ou en sortie de prison. Ce sont des éléments que nous partageons avec tous les services et singulièrement, et je tiens à souligner son action avec le service national du renseignement pénitentiaire. Nous suivons à la fois des individus qu'on considère être comme des terroristes, des individus au profil de terroristes. Ce sont des gens qui sont condamnés ou qui vont l'être pour des infractions à dimension terroriste. Puis on a un deuxième type de profil qui suscite aussi notre vigilance. Ce sont des détenus ou des condamnés de droit commun, mais qui sont radicalisés. Et donc notre objectif collectif, c'est que quand ces gens sortent de prison, ils fassent l'objet évidemment de mesures de suivi, quelle qu'en soit la nature, et je ne peux pas le détailler, mais pour s'assurer que leur liberté recouvrée ne soit pas une liberté d'action qu'ils puissent mettre au service d'un projet violent. Céline Berthon, comme tous les jours, c'est le moment de la question qui à retrouver sur les réseaux sociaux de France Info aujourd'hui. La question qui marque, cela va faire 2 ans que vous êtes à la tête de la DGSI, que vous êtes plongé nuit et jour dans le contre-terrorisme, le contre-espionnage, une matière que vous connaissiez déjà auparavant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a le plus marqué, frappé dans votre carrière ? Ce qui m'a le plus marqué et frappé dans ma carrière de policier, qui m'a amené à vivre des moments de joie et des moments de drame, c'est la manière dont, bien souvent, ce sont les victimes ou leurs familles qui nous donnent la force de continuer, qui nous donnent aussi la force de prendre le recul nécessaire pour ne pas se laisser habiter par la haine. Vous avez un exemple ? Et moi, il y a une rencontre qui m'a profondément marquée, qui d'ailleurs m'a bouleversée, à qui je pense très souvent, et qui nous guide. Et j'espère qu'il me pardonnera de le citer aujourd'hui. C'est Jean-Paul Salvin. C'est le père d'un policier, de ce policier qui, avec sa compagne, tous deux ont été assassinés en juin 2016. Et il a eu la force, la grandeur d'âme et la puissance humaine de nous appeler tous à ne pas céder à la haine. Et quand on est un policier et quand on est évidemment un agent de la Direction générale de la sécurité intérieure, notre motivation, ça doit être en permanence de rester lucide, de rester serein et d'être capable de se mobiliser pour protéger toujours plus de victimes. Et je voudrais à la fois, si vous me le permettez, lui rendre hommage à lui et rendre hommage à tous ceux qui rendent cela possible aujourd'hui et depuis maintenant plusieurs années. Vous qui avez ce qu'on appelle le droit d'en connaître, c'est-à-dire l'autorisation donnée à certains agents, dont vous, d'accéder à des informations classifiées. Vous qui êtes habilité secret et très secret. Il y a écrit diffusion restreinte sur vos feuilles. Est-ce que vous arrivez à dormir et est-ce que vous arrivez, vous, à ne jamais céder à la haine ? J'arrive à m'endormir facilement, mais j'imagine qu'un médecin spécialiste du sommeil dirait qu'il trouve normal que je me réveille souvent et que la charge mentale se traduise un peu la nuit, ce qui fait de moi d'ailleurs une auditrice assidue de France Info sur des périodes un peu originales. Merci beaucoup d'être venue. D'ailleurs, sur France Info aujourd'hui, Céline Berthon, directrice générale de la DGSI.